vais vous parler d'un recueil de prières juives paru en 1853, qui s'appelle Prières d'un cœur israélite. Et je voudrais vous lire le texte qui s'appelle Action de grâce pour notre émancipation en France. Seigneur, après de longs malheurs et de cruelles épreuves, tu t'es enfin souvenu de ton peuple et tu as fait luire le jour de sa délivrance. Une nation généreuse a été l'instrument de tes desseins providentiels et elle a brisé nos chaînes, nous a ouvert ses bras et nous a réunis à ses autres enfants. Israël a enfin retrouvé une patrie. Grâce te soit rendue 1000 fois, Seigneur, pour ce mémorable bienfait, qu'un jour ne se passe pas sans que ma reconnaissance et celle de mes frères s'élèvent vers ton trône. Que ta bénédiction se répande sur nos généreux concitoyens. Que notre amour les récompense, que nos services et notre dévouement acquittent envers la patrie notre dette filiale. Daigne, ô roi des rois, verser les trésors de tes faveurs sur le chef qui nous gouverne et prolonger ses jours pour le bonheur de tes enfants. Toi qui tiens dans ta main les puissants de la terre, daigne, Seigneur, amollir leur cœur dans les pays où nos frères gémissent encore dans l'opprobre et dans l'oppression, afin que s'approche le jour où ils pourront, avec nous, élever leur voix vers toi pour célébrer leur délivrance. Amen. Donc cet ouvrage paru au tout début du Second Empire, quoique c'est une seconde édition, donc je suppose que la première édition a dû paraître sous la Seconde République, c'est donc je sais pas, vers 1848, quelque chose comme ça, peut-être avant, j'en sais rien. C'est un texte qui me paraît extrêmement intéressant et qui, comparé à des textes qui sont marqués par le sionisme, c'est-à-dire, on est en 1853, on est à 44 ans du congrès de Bâle de 1897. Il y a eu un changement majeur dans un certain nombre de choses concernant la vie juive. Même s'il ne faut pas exagérer l'influence du sionisme à la fin du XIXe siècle en France. On voit que la France, nous sommes quand même plus d'un demi-siècle, plus de 60 ans après l'émancipation des Juifs de France, en 1791, la France apparaît à ce moment-là comme une terre promise pour les Juifs, comme la terre promise pour les Juifs. On peut réanalyser le propos mot par mot, c'est bien ça dont il s'agit. La France est une terre, est la terre d'accueil par excellence. Pour les Juifs, elle les a émancipés, c'est le mot qui est employé. Et le propos ici n'est pas de créer un État juif isolé. C'est ça, mais la question qui me paraît claire. Il s'agit d'être juif en France, au milieu d'autres non-juifs. C'est clair. Alors, qu'est-ce qui a conduit à l'idée qu'il valait mieux être juif dans un État juif? Dans le cas de Herzl, les choses sont assez complexes. Parce que lorsque Herzl tentait de négocier avec le sultan d'Istanbul, vous imaginez bien qu'il n'était pas en train de lui demander qu'on lui accorde une Palestine indépendante. Il s'agissait d'une Palestine au sein de l'Empire ottoman. Au sein de l'Empire ottoman.
De même que quelque part, toute proportion gardée, la Société des Nations et l'ONU, en 1920, 1940 et en 1947, étaient les cadres au sein desquels devait se constituer cet État juif. C'est-à-dire que dans tous les cas de figure, cette présence juive, elle est encadrée. En France, elle est encadrée par l'État français, qui garantit le statut des Juifs, statut une façon de parler, qui garantit la citoyenneté juive à part entière. Dans le cas de la Société des Nations, entre 1920 et 1947, sous le mandat britannique, il y a à la fois la garantie de l'Angleterre et à la fois la garantie de la Société des Nations. Donc on est dans un autre empire. Et, comme je viens de le dire, Herzl, il se situe dans l'empire, au sein de l'Empire ottoman. En 1900, quand il meurt en 1905, l'Empire ottoman, il est toujours bien vivant, il est toujours existant. Donc, la solution, c'était la présence juive au sein d'un ensemble. Ensemble de nations, Nations Unies, Société des Nations, Empire ottoman, Empire britannique, France. On voit que dans tous ces cas de figure, on n'a pas affaire à un État juif complètement autonome. Quelque part, on pourrait penser qu'il n'est pas viable. L'enthousiasme de l'auteur de ces pages, que ces prières d'un cœur israélite, cadeau de mon oncle René Albron en 1972, il allait mourir en 1979, nous avons là affaire à une démarche qui, quand on la compare à ce qui se passe en 2014, plus de 150 ans plus tard, 160 ans plus tard, est totalement décalée. Aujourd'hui, on nous parle d'un État juif israélien, autonome, indépendant, qui n'a pas de compte à rendre, en quelque sorte, à aucun ensemble, à aucun empire. À moins d'en faire un nouvel État des États-Unis, je ne sais pas, ou un nouvel État de la Russie, vu l'importance, le nombre de russophones qu'il y a en Israël. Enfin, bon, peu importe, ils ne sont pas là. La question, c'est qu'on oublie trop ce genre de texte. On oublie trop que en Europe, la place des Juifs, on dit heureux comme un Juif, en Europe, la place des Juifs en France est un modèle. C'est un modèle. Un modèle à suivre, et c'est un modèle à rejoindre, à retrouver, éventuellement par l'immigration. Une France qui d'ailleurs a conquis l'Algérie en 1830, et etc., donc, qui s'élargit, qui s'expanse. Et qu'est-ce qui a fait que ce modèle soit remis en question? Je répondrai d'abord que la défaite de 70 a probablement été fatale à ce modèle. Probable. L'effondrement du Second Empire, la perte de l'Alsace-Lorraine. J'ai déjà rappelé que dans les années 70, en tout cas, une autre stratégie s'est développée, à savoir la Roumanie. La
Roumanie. On est avant Herzl à ce moment-là. La Roumanie, qui appartenait à l'Empire ottoman, qui est en train de s'en dégager, et à laquelle on fait comprendre qu'on on lui donnera toutes les conditions pour se dégager, pour être indépendante, que si elle accepte les Juifs. C'est un des éléments du congrès de Berlin de 1877 ou 78. Il y a eu à un moment donné la solution roumaine. Et je rappelle encore une fois que l'Empire ottoman est concerné par la Palestine et il est également concerné par la Roumanie. Dans les deux cas, il s'agissait d'obtenir de l'Empire ottoman certaines concessions qui permettraient notamment la question d'Orient, la question ottomane, était en fin de compte liée aussi à la question juive. Ça, c'est un point qu'on n'a pas suffisamment souligné. C'était les Ottomans qui avaient la clé de la question juive. En Palestine, évidemment, en Roumanie, voire ailleurs, en Algérie, etc. Les deux choses étaient associées. Dans l'esprit des Européens, la chute de l'Empire ottoman pouvait apparaître comme la solution pour la question juive. La fragilité de l'Empire ottoman devait conduire à la solution de la question juive en imposant à cet Empire ottoman, ou plus exactement en imposant aux certains éléments de l'Empire ottoman qui cherchaient à s'en dégager, un marché de ce type. Et c'est d'ailleurs ce marché qui a fonctionné en 1920. Les Anglais ayant libéré les Arabes de l'Empire ottoman, ils ont obtenu, pour prix de leur action, qu'ils acceptent la présence juive en Palestine. Et qu'ils accordent à la chrétienté Jérusalem. Ce qui a été repris en 1947, lorsqu'on a fait de Jérusalem une région qui, théoriquement, sur le plan de partition, était internationale. Donc il n'était pas sous l'emprise arabe ou ottomane. Donc, il y a eu des évolutions, et quand Herzl entre en scène à la fin des années 90, l'Autriche-Hongrie, eh bien, il y a le précédent roumain qui n'a pas fonctionné. Et le précédent roumain, il n'est pas très loin de l'Autriche-Hongrie. Les Roumains n'ont pas voulu, enfin je ne sais pas comment ils se sont débrouillés exactement, je ne me souviens plus, ils n'ont pas voulu se laisser apparaître comme une sorte de lieu où les Juifs venant de Pologne ou venant de Russie, d'Ukraine ou d'ailleurs seraient déversés sur la Roumanie, sur les provinces, sur les principautés roumaines, issues de l'Empire, s'émancipant de l'Empire ottoman, mais à un certain prix. Donc voyez-vous, on est passé de la solution française, avec la Révolution française, l'émancipation des Juifs au sein même de la France. Réécoutez le passage que j'ai lu, vers une solution à la roumaine, vers une solution palestinienne, avec Herzl, mais aussi donc d'autres solutions, comme la solution argentine avec le baron de Hirsch, comme d'autres solutions qui se sont présentées par la suite. Mais je veux dire que, et puis avec à la fin du compte, l'idée d'un État juif qui ne serait pas partie d'un ensemble. Et c'est ça que j'ai beaucoup de mal à comprendre en vérité. Moi, en tant que juif de souche française, et j'ai du mal à comprendre ce besoin d'être majoritaire. Là, on voit bien que c'est vraiment le dernier souci de la prière, que de dire que les Juifs ont besoin d'un pays à eux. Ils ont besoin simplement d'être acceptés dans un pays, tout en étant minoritaires dans ce pays, bien évidemment. L'émancipation des Juifs de France
ce n'est pas du tout l'acquisition d'un statut majoritaire en France. C'est une absurdité. Quand Herzl demande au sultan une place en Palestine, c'est pas pour être majoritaire au sein de l'Empire ottoman. C'est une bizarrerie. Quand on envoie les Juifs en Roumanie, il ne s'agit pas non plus de les rendre majoritaires en Roumanie. Donc, cette idée de majoritaire qui devient absolument obsessionnelle actuellement, tellement obsessionnelle que l'idée même que les colons installés en Cisjordanie ne puissent pas y rester dans le cadre d'un État palestinien. Ce qui n'aurait rien d'extraordinaire au regard de l'histoire juive. Les Juifs n'ont pas cessé d'être minoritaires dans un État. Pourquoi? On est dans une sorte de paranoïa qui veut qui rend insupportable l'idée que des Juifs soient minoritaires quelque part. Ils le sont en France, ils le sont aux États-Unis, ils le sont en Russie, pourquoi ils ne le seraient pas en Palestine? Donc pour moi, le débat sur la colonisation juive, il est encore aggravé par cette idée qu'il est insupportable que des Juifs soient citoyens d'un État arabe. Or, c'est pourtant ce qui était prévu en novembre 1947. Sauf à lire entre les lignes. Il est prévu qu'il y aurait une minorité arabe dans les régions de Palestine qui seraient à majorité juive, et inversement, une minorité juive dans les régions à majorité arabe. Bon. C'est ce qui est prévu, oui ou non? Bon. Donc, maintenant vous pouvez me dire, ah oui, mais on supposait qu'il y aurait des transferts de population. Peut-être. Peut-être qu'on l'a supposé à un moment donné. Tout comme dans les accords entre les Turcs et les Grecs, il y a eu des transferts de population considérables. Mais le problème, c'est que ça n'a pas été prévu explicitement par l'Assemblée générale des Nations Unies, cette histoire de transfert de population. Il n'a jamais été dit que les Juifs dans les régions à domination arabe de Palestine devaient aller vers les régions à domination juive et inversement. La preuve, c'est qu'on parle de domination. On ne parle pas de suppression. On dit, oui, il y aura une minorité juive dans la zone arabe et une minorité arabe dans la zone juive. C'est ce qu'on dit, oui ou non? Il faut savoir ce qu'on dit. Donc, quelque part, tout ça, ça ne va pas très bien. Actuellement, la grande affaire, c'est la démographie. Et apparemment, c'est contagieux, puisque même les Palestiniens maintenant disent nous ne voulons pas de juifs en Palestine. Enfin, je sais pas, je crois avoir entendu des discours de ce genre assez fréquemment. Donc, voyez-vous, c'est contagieux, cette espèce de problème de rejet de l'autre. Et pourtant, les Israéliens acceptent tout à fait l'idée d'une minorité arabe chez eux. Il y a quand même plus d'1 million d'Arabes musulmans ou chrétiens en Israël, notamment en Galilée, à Nazareth, etc. D'ailleurs, des citoyens qui parlent l'hébreu, d'ailleurs, qui connaissent l'hébreu. Donc, je ne vois pas pourquoi, moi je terminerai là-dessus, pourquoi il n'y aurait pas l'idéal d'une présence juive minoritaire. Maintenant, une grande question qui préoccupait beaucoup Herzl, c'était qu'il peut y avoir un pays qui a effectivement allé développer une politique de persécution des Juifs. C'était un cas de figure qui était envisagé totalement. Je reconnais. Et que, de ce fait, il fallait trouver un lieu où l'arrivée de Juifs étrangers, rejetés, persécutés en tout cas, ne créerait pas de problème pour ces Juifs minoritaires. Et c'est là qu'il y a un vrai problème, justement. Et là, il faut reconnaître qu'effectivement, il a été abordé. C'est-à-dire qu'effectivement,
la question, c'est que la position minoritaire des Juifs dans un pays n'est pas un problème, à condition qu'il n'y ait pas de problème pour les minorités juives dans le monde. Ce qui était supposé être le cas, devoir être le cas. Parce qu'à partir du moment où dans une de ces minorités juives se trouvait persécutée, elle allait être obligée de rejoindre d'autres communautés juives, d'autres minorités juives, qui ne pourraient pas quelque part les accepter. Qui ne pourraient pas les accepter parce qu'elles étaient trop différentes. Chaque minorité juive au sein d'un pays donné a sa spécificité et elle ne peut pas se transférer comme ça, se transplanter dans un autre pays, puisqu'elle va garder les particularités qu'elle a développées localement. C'est là que le discours qui est tenu dans ce livre fait problème, parce que il n'aborde pas clairement la question de qu'est-ce qui se passe quand des juifs turcs, par exemple, arrivent en France. Et on s'est aperçu que finalement, ce projet d'une minorité juive française en France ne pouvait fonctionner qu'à condition que des juifs de Turquie ou de Russie ne viennent pas en France rejoindre ce pays. Et précisément, c'est l'arrivée de juifs étrangers en France qui a cassé le système, le modèle français pour les juifs. Parce que, et on l'a vu encore sous l'occupation avec le régime de Vichy, parce que, effectivement, les Israélites français des années 30 n'étaient pas très satisfaits, très rassurés de l'arrivée de juifs de Salonique ou d'ailleurs. Et d'ailleurs, effectivement, il s'est avéré que la France était prête jusqu'à un certain point à protéger ces juifs français et à brader à l'occupant les juifs étrangers.